Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Donc aujourd'hui je vais faire également questions-réponses suite à des émissions que certains ont peut-être vues à la télévision. Mais avant de faire questions-réponses, je voudrais vous faire une remarque. En pleine période de catastrophe sanitaire sur le territoire français et sur les territoires européens, vous avez vu qu'il allait se prendre des mesures probablement concernant la vaccination. Et dans les négociations, il est prévu que les pays frontaliers, Italie, Espagne, etc., vont finalement quand même accepter les animaux vaccinés. Animaux qu'on exporte massivement, plus de 950 000 animaux qu'on exporte, des génisses, mais beaucoup des broutards. Posez-vous une question. On parle de souveraineté alimentaire. On fait croire que le problème, c'est les normes et tout ça. Mais pourquoi les animaux, on les garde pas chez nous? Pourquoi on les engraisse pas chez nous? Pourquoi les gens ont arrêté d'engraisser les broutards chez nous? J'en ai fait du broutard, moi. On peut en discuter si vous voulez. En Pays de la Loire, j'ai plein de voisins, moi, qui avaient des ateliers de 100 à 300 oreillons. Les bâtiments sont vides. Il y a des caravanes et des camping-cars dedans. Vous pouvez me dire pourquoi? C'est pas la dermatose, c'est pas la tuberculose, c'est pas la MHA, c'est pas la FCO. C'était bien avant, ça. C'est pas la sécheresse non plus, ni les inondations, ni l'agribashing. Allez, à tout de suite. On continue. Question-réponse. Le pouvoir d'achat est devenu la première préoccupation des Français. L'inflation est de 1,4% sur l'alimentaire en un an. C'était déjà haut il y a quelques années, ça continue sans cesse à augmenter. On se retrouve à des prix exorbitants pour les petites courses du quotidien, quoi. Les produits qui ont le plus augmenté, la viande, environ 20%. Ensuite, le chocolat. Le prix moyen du poisson a augmenté de 11% sur l'année. Alors le ticket de caisse va-t-il grimper? On se prépare à avoir, en 2026, une année noire pour le pouvoir d'achat. L'un des principaux postes de dépenses des ménages, le carburant. 82 euros. À une époque, ça me coûtait 70. C'est devenu un luxe d'avoir une voiture. Ouais. Le vrai sujet de la France en ce moment, c'est de préserver l'emploi et de préserver le pouvoir d'achat. Une soirée entière consacrée à votre pouvoir d'achat. Vous le savez, toutes les semaines, vous avez la parole sur BFM TV. C'est le principe de ce forum BFM. Et donc ce soir, on va parler pouvoir d'achat, on va parler des prix, on va parler des loyers, de l'énergie notamment, voir quelles sont vos solutions face à l'envolée de ces tarifs-là et voir aussi, par exemple, si on pourrait augmenter les salaires et comment les augmenter. Ça fait partie des thèmes que l'on abordera ce soir. Un test dans un instant. Regardez à ma gauche le caddie BFM. Le caddie BFM, une quinzaine de produits au total que l'on suit depuis maintenant plus de 3 ans. Je vous donnerai dans un instant le prix de ces produits-là il y a 3 ans et vous devrez dans cette assemblée me dire combien coûte ce caddie-là aujourd'hui, 3 ans après, et après avoir traversé 3 ans avec une forte inflation. Ce sera dans un instant. D'abord, je vous présente celles et ceux, les Français qui ont accepté de participer à ce forum. Et regardez, on va faire le tour de France, littéralement partir avec Serge du côté de La Ciotat, Rémi et Ange du côté du Gard, Jordan du côté des... Donc Étienne veut prendre la parole. Étienne, Oui. pour moi. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Merci d'être là. Je rappelle, vous êtes Agriculteur. agriculteur, éleveur. Éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. Oui, dans la Sarthe, absolument, 120 bêtes. 120 vaches laitières à peu près. Si ouais, j'ai voilà, bien exactement. retenu. Et j'ai retenu 1 200 000 litres de lait. Voilà, 1 million de Par an litres de lait produit à l'année. Ouais. 120 vaches, si on prend en moyenne 10 000 litres de lait par vache et par an, grosso modo, Ok. ça fait à peu près 1 200 000 litres de lait. Vous vouliez réagir tout de suite. Ben oui, parce que moi je vois le prix du panier, puis je vois forcément que dans ce panier-là, il y a des choses, alors que moi je ne produis pas personnellement, Ouais. puisque mon lait sert pas à faire du beurre, mais du fromage. Mais je vois le prix du panier et je me dis, alors de mémoire à peu près, mais Olivier Dever peut-être pourra confirmer, sur ces 80 euros, Ouais. il y en a peut-être allez, entre 7 et 8 euros qui vont venir à l'agriculteur. Donc quand vous êtes agriculteur et que vous achetez
vos courses, Ouais. vous voyez vous ce qu'on vous paye et vous voyez combien après vous le rachetez. Alors évidemment que moi je peux pas faire des céréales, je peux faire des pâtes chez moi, bon il y en a qui le font, mais je peux pas tout faire. Non, évidemment, vous êtes obligé de faire vos courses comme tout le monde. Voilà, donc le lait, évidemment le lait, je bois le lait de mes vaches, c'est sûr quoi, donc je le paye pas, mais je paye aussi d'autres produits et c'est encore plus scandaleux quand on est nous agriculteurs et qu'on rachète les produits, quand on achète les produits dans les grandes surfaces ou chez le boucher ou chez le boulanger, peu importe, de voir cette explosion de prix qui ne revient pas en fait dans la poche du producteur. Et c'est Oui, alors, première question-réponse. Alors, cet agriculteur de la Sarthe, il a été convié à de nombreux débats avec moi et mes amis. Il a refusé tout débat pour une raison simple. Dans cette émission, il a dit à un moment donné qu'il gagnait très bien sa vie. Ça, d'abord, c'est faux. Premier point. Deuxième point, on aurait souhaité avoir un débat avec ce monsieur pour demander sa rémunération nette mensuelle et celle de ses parents, parce qu'il a repris une exploitation comme moi derrière mes parents, et si on n'avait pas eu les parents qui ont travaillé gratuitement avant nous, on n'aurait jamais été agriculteur. Ça serait bien qu'il ait l'honnêteté de le dire plutôt que de faire croire qu'il gagne très bien sa vie, parce que c'est un mensonge. Et je peux l'affirmer parce qu'on peut discuter des chiffres. Je veux bien faire une émission économique chiffres avec lui un soir s'il est disponible. J'ai plusieurs gars de mon département limitrophes qui ont demandé un débat avec lui, il l'a toujours refusé. La deuxième chose où je voudrais vous interpeller, en effet, je vais y revenir, question-réponse, c'est autour de 6,50 € à 7 € sur un caddie qui revient à l'agriculteur. Je suis très frappé par ce monsieur qui est venu perturber nos réunions de l'appli nationale de l'Association des producteurs de lait indépendants à l'époque en 2009. On demandait des prix à hauteur des coûts de production, on demandait un encadrement des marges, notamment de l'agroalimentaire, et ce monsieur bras armé de la FNSEA venait perturber nos réunions pour nous empêcher de faire les greffes du lait et d'augmenter le prix. Et ne voulait surtout pas qu'il y ait une traçabilité tout au long de la filière pour savoir quelles étaient les marges des uns et des autres. Et ce cher monsieur, pour terminer sur lui, a un livre à une laiterie qui s'appelle Belle. Il y avait un reportage il y a quelques jours sur LCI qui vantait avec monsieur Brunet, que vous connaissez, qui était sur LCI, il vantait les mérites de l'entreprise Belle qui exporte dans plus de 40 pays dans le monde le Babybel, plusieurs marques de fromage, et ils font une croissance énorme, c'est extraordinaire, c'est très bien, avec des marges très confortables. Lui livre chez Belle. Faudrait qu'il m'explique pourquoi il est toujours payé autour de 45 centimes d'euros de prix de base avec un industriel qui fait des marges confortables. Et ça va être ma deuxième intervention derrière Olivier Dauvers. Pourquoi ces gens-là se développent à l'international? C'est l'exemple de Belle que j'ai pris parce qu'il livre à Belle, et je peux dire autant de Lactalis et des autres. Comment se fait-il qu'il a œuvré contre les paysans lorsqu'il y a eu l'association des producteurs de lait indépendants en 2009 et qu'il a fait croire à l'époque qu'il gagnait très bien sa vie à 28 centimes à l'époque, alors que c'était totalement faux. Voilà. Faudrait lui poser la question quand même. Et qu'il a essayé de détourner le débat sur l'agribashing. Non, il n'y a pas d'agribashing. Le problème est dans la profession, bien sûr. Bien dans la profession. À tout de suite. La perception qui était de dire ça a augmenté encore plus que ça pour certains. Deux explications. D'abord, on a toujours, par tentation, facilité, je sais pas, la capacité d'exagérer quand ça va mal et de minimiser quand ça va bien, mais ça, on est tous fait pareil, donc n'en parlons pas. C'est humain. Et puis ensuite, il y a eu une forme d'injustice sociale dans l'inflation alimentaire, sans vous abreuver de chiffres, je suis pas économiste, mais quand même, on va le faire simple. En 2 ans, les 2 années de grosse inflation, l'inflation telle que mesurée par l'INSEE, tout produit, a fait plus 12. Okay. Les salaires, pour faire simple, ont fait plus 12, puisque le pouvoir d'achat, je fais vraiment très simple. L'alimentaire a fait plus 25. Donc ça veut dire que le rythme d'évolution de l'alimentaire est très supérieur à la moyenne. Or, les salaires n'ont pas augmenté à la mesure de l'alimentaire, mais de la moyenne. Et quand on est modeste, la part de l'alimentaire pesant beaucoup plus fort, il y a eu cette injustice qui est facile à comprendre. C'est que, évidemment, quand votre salaire ne progresse pas autant que l'inflation et que l'alimentaire pèse lourd dans votre budget, vous avez du mal. Et quand vous voyez des produits qui augmentent de 30 ou de 40% parce qu'il y en a là,
qu'est-ce que vous faites? Soit vous achetez moins souvent, soit vous achetez des plus petites portions, c'est le cas de la viande aujourd'hui. Regardez comment on vous coupe la viande dans les magasins. On a désormais des morceaux qui font à peine 100 grammes, parce que sinon, on ne les achète pas. Ouais, ouais. Et puis troisième action, c'est qu'on baisse en gamme, on passe des marques nationales, des grandes marques, aux marques de distributeurs, voire des marques de distributeurs vers les premiers prix. On a eu des stratégies, nous les consommateurs, pour s'adapter autant qu'on le pouvait. C'est pas assez, mais on a été acteurs. Et attendez, autre question. Il y a des familles qui ne peuvent pas se payer non plus tous les jours la baguette à 1,30 €. Alors, il faut leur dire, Donc, non seulement voilà. vous êtes condamnés à bouffer de l'infamie, Et voilà. parce que vous êtes pauvres, Et et voilà. sachez que cette infamie est en train de tuer la France. C'est Parce vrai. que ça profite aux producteurs étrangers, qui évidemment ont des conditions de production qui ne sont pas celles de l'Europe et de la France, C'est vrai. beaucoup moins chères, donc ils arrivent moins chers, on ne respecte pas les normes, ça enrichit l'importateur et le distributeur, les grandes enseignes de distribution, qui font évidemment leur On va parler de la grande distribution dans on une seconde. convainc le consommateur qui n'a pas beaucoup de moyens, qu'il a au moins de quoi manger, parce que le budget alimentaire, il va être vecteur d'ajustement. Il y a d'autres biens de consommation. On a envie d'avoir un petit peu des vacances, des montres, des vêtements. Eh bien, cet argent qu'on nous incite à dépenser aussi avec des produits étrangers, tout ça vient de Chine, eh bien, le budget en question, vous allez le prendre en réduisant la part alimentaire. La part de la... Première chose. La deuxième chose, c'est que il y a des marges qui sont prises par les agro-industriels. Et si on ne les regarde pas en face, on passe à côté du sujet. 2/3. L'augmentation dont vous parliez tout à l'heure, pourquoi on passe de 60 à peu près... Moi, De 60 à 79 € pour le Moi, caddie. je disais 80. Mais bon, Ouais, c'est pas mal. 79 €. Ce sont les intermédiaires. Et les intermédiaires, ils se gavent. Et cette inflation, elle est due aux 2/3 par des marges. Attends, vous disiez sur les marges. Je me souviens des débats, Olivier Dauvert, qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans, sur le fait que la grande distribution était le grand méchant qui prenait les marges, ou alors les grands groupes agroalimentaires, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit passé de 60 à 79 €, c'est effectivement ça le problème? C'est effectivement un problème de J'ai une marge. question, moi. Il n'y a pas de... Je lui passe la parole, mais je veux quand même dire... Non, mais c'est juste... Moi, il j'ai n'y a une pas question, de moi. Attendez, Clémentine Autain. sur les marges. Cette émission, elle est un tout petit peu particulière. Je passe immédiatement la parole. Moi, je n'avais pas fini là-dessus. Je voulais Non, non, mais juste dire c'est un enjeu juste de pour- transparence et un enjeu de réglementation. Voilà, la parole La tourne assez vite pour transparence, que... on peut la voir en regardant les bilans des entreprises. Pour une bonne part d'entre elles, ces bilans sont publics. Voilà, c'est public. Non, non, attends. Est-ce que j'ai dit pour tous? Non. Est-ce que j'ai dit pour une bonne part? Oui, et je l'affirme et je le maintiens. Si vous me démontrez que c'est l'inverse, je vous paye un bon resto. Comme ça, on mangera bien et c'est moi qui paye. Et là, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Donc, de manière très... vous voulez venir aussi? Voilà. Bon, de manière très factuelle, les distributeurs gagnent en moyenne entre 1 et 3% de leur chiffre d'affaires. C'est le bénéfice. C'est factuel. Vous pourrez me sortir 20, 30, 40, ça sera faux. 1 à 3%. Celui qui me dit l'inverse, je lui paye un resto. Comme ça, vous mangerez bien tous. C'est pas difficile. Les industriels maintenant. Vous avez malheureusement une grande partie des industriels, et c'est public aussi. Dans la viande, c'est le cas. Dans la charcuterie, c'est le cas. Qui sont dans l'épaisseur du trait. Ça veut dire qu'ils gagnent pas énormément. Ceux qui gagnent, Clémentine Autain, je vous en donne crédit, c'est un fait. Ce sont les multinationales de l'alimentaire, mais qui ne représentent pas la totalité du panier qu'on a là. Il faut quand même remettre quelque chose... Au milieu du village. Oui. Vous avez vu, c'est impressionnant, effectivement, les 2 factures que vous avez données. Il n'y a qu'un produit qui est en baisse, d'ailleurs, assez étonnamment, on l'a vu avec Perico, ce sont les œufs. Oui. On va les remettre, les 2 tickets de caisse. Il faut quand même, pour planter le décor, dire 2 ou 3 choses qui me paraissent importantes. La première des choses, c'est que quand il y a 30 ans, votre budget logement représentait 20%, aujourd'hui, il en représente 40%. Oui, et on parlera tout à l'heure du logement. Oui, mais c'est pas uniquement l'alimentation. On l'a prévu, Yves. On a un plan mais hyper précis en tête. c'est pour expliquer pourquoi on a du mal à boucler ces fins de mois et à joindre les 2 bouts. Et quand il y a 40 ans, on était dans un monde qui était encore relativement protégé, alors qu'aujourd'hui, on est dans une mondialisation qui est complètement ouverte, et vous parliez de tous les contrats et de tous les traités qu'on passe à l'international au-delà des frontières européennes, c'est aussi cela qui a changé complètement. Troisième chose, et quand on se compare à l'Espagne, quand on se compare à l'Italie, quand on se compare à d'autres pays, c'est qu'on est un pays qui est bourré, on bouffe de la norme, des obligations de fabrication qui sont tueuses. Oui, mais alors, meurtrières attendez. par rapport à ce qui Donc, suite de questions-réponses, suite et fin de la vidéo. Je vais commencer par
par les derniers. Je vais commencer à l'envers. Par Yves Tréhard, le dernier directeur du Figaro, qui dit nous sommes assommés par les normes et la réglementation. C'est en partie vrai, mais en partie faux. Parler des normes, c'est pour surtout éviter d'expliquer où sont les petites souris et où passent les marges dans la filière. Pourquoi il n'y a pas de ruissellement? Les normes, c'est déporter le problème. Je l'ai dit et je le répète, il y a un top production, ça peut être le vin d'ailleurs, ça peut être les moutons, ça peut être la vache allaitante, ça peut être le jaune bovin, le broutard, où les normes sont les mêmes que dans le reste du monde. Et il n'y a pas de marge. On n'est plus capable d'engraisser les animaux chez nous. Donc ça ne vient pas. C'est un élément qui vient peser dans le libre-échange, mais ce n'est pas l'élément central. Et pourquoi il a parlé de la mondialisation? Lui qui est pour le libre-échange, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux. Il a parlé du libre-échange. Donc s'il a parlé du libre-échange et des traités, ça veut bien dire que dans les traités, il y a les perdants et les gagnants. Je parle toujours d'Yves Tréhard. Il a parlé du logement, 40%. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Belgique, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai partout. Ce qu'ils ont omis de dire, c'est que les chiffres officiels balancés sur le budget des ménages, l'alimentation, il est de l'ordre de 13% qui balance, 13 à 14%. Alors qu'en réalité, il est proche de 25%. Mais ça, tout le monde s'est bien gardé de le dire. Parce que la différence, c'est quoi? La différence, c'est les subventions qui vont aux centrales d'achat, à l'agroalimentaire et à tous les gens qui nous entourent dans notre secteur agricole. Puisque tout est subventionné. Surtout le machinisme. Mais pas que. L'irrigation, tout est subventionné. Donc le budget réel des ménages, c'est pas celui-là. Il est faux. Parce qu'il y en a une partie qui est financée par le budget de l'État, donc par les impôts des Français. Je reviens maintenant, vous avez vu, Perico Légas ou Clémentine Autain, hein, peu importe, ont mis le doigt sur les marges de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Donc ce qui est formidable, si on écoute cette émission, hein, auquel, bien sûr, vous savez que les gens sont triés sur le volet, ceux qui posent des questions dérangeantes ne sont pas invités à ce genre d'émission, ça je pense que vous êtes au courant de ça, personne ne gagne d'argent. C'est formidable, mais là, vous avez vu, vous terminez l'émission, personne ne gagne d'argent. Et là, on va venir à Olivier Dauvers. C'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est surtout ça, cette partie-là qui m'intéressait. Il a dit l'immense majorité de l'industrie agroalimentaire, les résultats sont publics. Oui, il a raison, c'est la vérité. Mais les résultats réels, non, monsieur. Premièrement, il y en a deux acteurs poids lourds majeurs qui publient pas leurs résultats. Vous auriez quand même dû en parler. Monsieur Jean-Paul Bigard, avec ses multiples filiales, malgré ses multiples filiales, il publie pas ses résultats. Pratiquement 70% des abattoirs de bovins en France quand même, hein. Plus de 50% des abattoirs de cochons, hein. L'acteur majeur, hein, sur les marques, Charal, Le Cuir, les filières sang, etc. qu'il a, acteur majeur. Le leader mondial du lait, Lactalis, ne publie pas ses résultats. Vous n'en avez pas parlé. Je vous rappelle que quand il y a un acteur majeur, quand il y a quelqu'un qui fait 70 ou 80% du volume sur un territoire, sur une nation ou qui est mondialement connue, c'est lui qui donne le là sur les prix. Donc, refuser de parler deux acteurs majeurs privés avec des subventions d'État, s'il vous plaît, privés avec les impôts des Français, hein, et qui publient pas leurs résultats, excusez-moi, mais c'est un peu léger. On va en venir aux autres maintenant. Comme eux d'ailleurs. Ils disent qu'ils ont de 1 à 3% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, monsieur Dauvers, monsieur Switek, le chiffre d'affaires, lequel? Quel chiffre d'affaires? Vous parlez de quoi là? Parce qu'un bilan, on y fait dire ce qu'on veut. On met les bénéfices dans les filiales. Qui détient, qui est propriétaire de l'usine? Comment se font les écritures comptables entre celui qui est propriétaire de l'usine des murs et les sociétés après écran qui louent pour la production? Les brevets qui sont détachés de la structure de base, les brevets qui, eux, sont monnayés, ils sont dans le chiffre d'affaires. Les marques, la logistique internationale.
Pour éviter la faillite d'une filiale ou d'un site industriel, le groupe peut améliorer ses résultats, ou il peut les baisser. Ça s'appelle des écritures comptables, ça s'appelle de l'optimisation fiscale. Donc le prix interne influence ou le profit ou la perte. Hein. Et tous les prix, de transfert d'une société à l'autre, lorsque la société A revend à la société B, exemple, Laïta qui regroupe Even, Eureden et Terena en lait, qui s'appelle Laïta. Laïta France vend du lait en poudre et à une filiale étrangère du groupe. Vous avez été analysé la marge réelle de la filière étrangère du groupe Laïta, monsieur Dauvers? Laïta représente environ 65% de l'activité totale du groupe d'Even. En 2024, le chiffre d'affaires global d'Even s'établit à 2,7 milliards d'euros, stable par rapport à 2023. Mais la même année, Even a déclaré un bénéfice de 24,7 millions d'euros, soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. Autrement dit, le jeu des filiales, les transferts de prix entre les filiales, vous faites dire ce que vous voulez à une comptabilité. C'est quand même pas à nous que vous allez apprendre ça. Et dans les grands magasins, avec les filiales, les entités comme Sipilec, Smart, etc. sont des structures internes, sous forme de coopératives ou de filiales opérationnelles. Hein, le réseau international de Leclerc, etc. Les jeux d'écriture. Chez nous en agriculture, puisque beaucoup me contactent pour la MSA, pour optimiser, ça s'appelle l'optimisation fiscale. D'avoir éventuellement plusieurs sociétés. C'est parfaitement légal. Tout le monde le fait. Du moins, tous ceux qui sont au courant. Et eux, qui brossent des milliards, Leclerc 60 milliards d'euros, ne seraient pas au courant, n'auraient pas de comptable pour faire des filiales. Ni Lactalis, ni Bigger, ni nos coopératives. Non mais vous plaisantez. Les simples moindres coopératives, des petites coopératives, hein, d'1 milliard d'euros, il y en a qui ont jusqu'à 48 filiales. Et vous allez me faire croire qu'on va se baser sur le chiffre d'affaires de la coopérative. Non mais vous plaisantez. Les bénéfices sont remontés dans les filiales. Des fois elles sont françaises, des fois elles sont luxembourgeoises, suisses ou ailleurs. Ou en Irlande, ou ailleurs dans le monde. Alors évidemment que ce qu'il a dit c'est vrai. C'est entre 1 et 3% du chiffre d'affaires. Mais c'est pas le résultat net réel. Faut aller analyser tout le résultat des filiales. Donc du coup, on se refait une réunion, monsieur Dauvers. Vous m'invitez, parce qu'il se trouve que j'aime bien aller manger au restaurant. Donc celui qui va perdre le débat, il paiera le restaurant. Vous venez avec vos éléments, moi je viens avec vos chiffres, je vais vous prendre 2 acteurs majeurs avec les filiales, et puis à la fin de la soirée, on fait le débat, hein, questions-réponses, et puis on voit qui a été convaincant, et puis il y a des chiffres qui me manquent. Alors vous finirez de me les compléter. Parce que quand les filiales sont à l'étranger, j'ai du mal à avoir tous les éléments. À un moment donné, ça bloque. Alors j'aurais besoin de transparence. Alors je compte sur vous pour m'apporter toute la transparence sur ces filiales. Je vous remercie et à bientôt.